Captain Max. Lancement du processus d'enregistrement. Go Ninja, go Ninja, go! La loi, c'est moi, et l'ordre. Vous me prenez pour un singe ou quoi? J'avais votre accent. J'éviterai de l'employer. Hey, salut à tous, c'est Max et bienvenue pour cet épisode spécial du Podmax Comics consacré au personnage de Red Sonja. Aujourd'hui, on plonge dans l'impitoyable Hyboria pour explorer la légende de la Diablesse à l'épée. De sa création par Robert E. Howard en 1934 à sa réinvention par Marvel dans les années 70, en passant par les runs de Gail Simone et Amy Chu, jusqu'au film de 2025, nous verrons comment Red Sonja s'est imposée comme une icône féminine de la pop culture. Spoiler, ce n'est pas uniquement grâce à son bikini en côte de maille et son physique parfait, mais aussi et surtout à des récits forts, des combats épiques et à sa stature d'icône féminine luttant constamment contre l'oppression masculine. Affûtez vos lames, sortez vos grimoires et plongeons dans le sang et la magie aux côtés de Red Sonja. Alors, qu'est-ce qui m'a donné envie de vous parler de Red Sonja? Eh bien, avant tout, c'est ma curiosité pour le personnage et l'envie de découvrir ses aventures, puisque je connaissais cette dernière de nom, depuis de très nombreuses années évidemment, mais je ne m'étais encore jamais renseigné, ni même lu un seul comics. Et l'intérêt soudain est né après ma découverte de Conan, à travers les comics Barbarian King de Massimo Rossi et Sans Barbare d'El Torres. Et comme je vous le disais déjà dans les podcasts où je traitais de ces deux comics, à la base, je suis pas spécialement un grand fan d'Heroic Fantasy, Ce ne sont pas des univers qui m'attirent particulièrement, mais avec de bonnes histoires, il y a évidemment toujours moyen de m'intéresser. Et puisque Conan est un personnage qui compte énormément de séries et de lectures différentes, même en VF, j'ai préféré me tourner vers Red Sonja. D'autant plus que l'éditeur Graf Zeppelin propose plusieurs séries relativement courtes, dont une consacrée à ses origines. Et je me suis dit que c'était un excellent point d'entrée pour découvrir le personnage. D'ailleurs, si vous êtes lecteur ou lectrice de Conan le Barbare, n'hésitez pas à me conseiller des lectures, surtout pour commencer, je suis preneur. Pour découvrir Red Sonja comme il se doit, j'ai donc commencé par Les aventures originales de Red Sonja volume 1, sous-titré Les années Marvel. J'aimerais d'ailleurs souligner la qualité de l'édition, un format ni trop grand, ni trop petit, ni trop fin, ni trop épais, une couverture cartonnée, un papier brillant et épais, 144 pages et au prix très raisonnable de 16 €. Le livre s'ouvre d'ailleurs sur une excellente préface par Roy Thomas, le scénariste qui a adapté le personnage en comics chez Marvel. Et cette dernière apporte beaucoup de contexte et enrichit clairement la lecture. Avant même de vous plonger dans les 8 premières aventures de Red Sonja, vous connaissez déjà la genèse de sa création éditoriale. C'est ainsi que j'ai pu découvrir que la jeune femme avait fait ses débuts en 1934, dans le magazine pulp Magic Carpet, dans une histoire intitulée The Shadow of the Vulture, écrite bien sûr par Robert E. Howard, le créateur de Conan le Barbare, apparu 2 ans plus tôt. Dans cette première apparition, Red Sonja of Rogatyn, Sonja avec un Y et non un J, était une guerrière russe de haute stature, armée d'un sabre, d'une dague et de 2 pistolets. Et oui, des armes à feu, car à l'époque, ces aventures se déroulaient en Autriche au début du XVIe siècle. Mais dans les années 70, Marvel fait le pari risqué en adaptant Conan le Barbare, un personnage de pulp fantasy dans un marché dominé essentiellement par les super-héros. C'est donc Roy Thomas, le bras droit de Stan Lee, qui s'occupe du scénario, accompagné par Barry Windsor Smith au dessin. Au départ, la série peinait à trouver son public, au point que Marvel envisageait même de l'annuler après 7 numéros, d'où un rythme de publication parfois mensuel, parfois bimestriel. Mais d'un coup, la série a commencé à attirer des lecteurs grâce à son univers épique, violent et adulte, très différent des super-héros classiques de cette époque. Cette liberté, permise par l'assouplissement progressif du Comics Code Authority au début des années 70, combinée au talent de Roy Thomas et Barry Windsor Smith, a permis à la série de séduire un large public, ce qui a boosté son succès et ses ventes. C'est suite à ce succès que Roy Thomas a eu l'idée d'ajouter un personnage féminin fort, une sorte d'alter ego au Cimmérien. Au départ, la seule chose dont il était sûr, c'est qu'il voulait qu'elle soit rousse, car le guerrier était déjà régulièrement entouré de 2 femmes, Belly, une brune, et Valérie, une blonde. Il fallait donc un personnage qui se distingue visuellement des autres au premier coup d'œil. Et c'est donc après avoir relu plusieurs nouvelles de Robert E. Howard que Thomas fit enfin la rencontre de sa rouquine, en découvrant Red Sonja of Rogatyn. C'est donc dans les numéros 23 et 24 de Conan le Barbare en 1973 que Red Sonja fait sa première apparition en comics chez Marvel. Mais Roy Thomas décide de remplacer le Y de Sonja par un J, car à l'époque, Red Sonja of Rogatyn n'avait rien à voir avec Conan et évoluait dans un tout autre univers. Ce changement de lettre sert donc à symboliser la réinvention du personnage, adapté cette fois-ci pour l'univers de fantasy du guerrier barbare.
Très vite, Red Sonja devient un personnage très populaire auprès des fans, ce qui lui vaut sa propre série dès 1975. Cette dernière fera d'ailleurs beaucoup parler d'elle, entre admiration et controverse. C'est en premier lieu son fameux bikini en côte de maille qui va en choquer certains, mais c'est aussi et surtout son engagement personnel qui va faire débat. Parce que notre guerrière a fait vœu de chasteté, sauf pour l'homme qui la vaincra au combat à l'épée. Selon les points de vue, la série est jugée sexiste par certains, ou au contraire féministe par d'autres, incarnant une héroïne forte et indépendante dans un univers de fantasy dominé par des hommes musclés, et souvent en slip. Si eux le peuvent, pourquoi une femme ne le pourrait pas? Du moins, c'est la justification première de son scénariste et de son dessinateur. Et tout ça, on l'apprend donc dans la préface de Roy Thomas. Et j'ai envie de dire, heureusement qu'elle est là, car on sent que la série Red Sonja de 1975 n'est absolument pas pensée pour les nouveaux lecteurs, mais plutôt pour les fans de Conan. Mais avant que je vous explique tout ça, un petit jingle, puisque l'on passe à mon avis sur les aventures originales de Red Sonja, la diablesse à l'épée, tome 1, de chez Graf Zeppelin. Alors, pourquoi est-ce que je vous dis que la préface est très importante? Eh bien, en plus de nous expliquer d'où vient le personnage du point de vue éditorial, elle nous apporte aussi pas mal d'éléments sur son origin story, son parcours et son histoire au sein de la fiction. A l'inverse, la série débute sans jamais nous expliquer d'où elle vient, ni quelles sont ses réelles motivations. On ne sait trop rien de son passé, le meurtre de ses parents, le viol qu'elle a subi, ou encore le pacte qu'elle a conclu avec la déesse Skarar. Le premier chapitre démarre quasi directement dans le feu de l'action, après nous avoir brièvement rappelé sa rencontre et trahison avec Conan. On enchaîne alors les aventures au fil des issues sans vraiment s'attarder sur son développement, et je trouve ça un peu dommage, même pour l'époque, puisque son récit d'origine fut raconté ailleurs que dans sa propre série, dans Call of the Barbarians, ou repris plus tard dans The Savage Sword of Conan. Marvel n'avait donc pas du tout pensé cette série comme une nouvelle porte d'entrée pour les lecteurs, avec une nouvelle héroïne majeure. Cette dernière fonctionnait plutôt comme un personnage dérivé, encore très dépendant de Conan. Cependant, si vous connaissez déjà le personnage, ou si vous souhaitez simplement des récits de fantasy de pure action, vous allez être servi. Les aventures sont très rythmées et pleines de combats, de créatures et de péripéties. En 8 chapitres, notre Orokin va affronter guerriers, brigands, satyres, sorciers, robots égyptiens même, et crocodiles anthropomorphes, sans oublier Gorgone et même Conan le barbare. Et ne vous inquiétez pas, l'action effrénée n'empêche pas les comics des années 70 d'avoir tout un tas de cartouches narratives, donc vous aurez de quoi lire. A noter également que Roy Thomas n'écrit que 3 des 8 histoires du recueil, les 5 autres étant signées par Bruce Jones. Et là où Roy Thomas plonge Red Sonja au cœur de l'univers de Conan, en jouant avec des personnages et des éléments déjà établis, Bruce Jones propose quant à lui des récits un peu plus autonomes, moins dépendants de cet univers, et donc, j'ai trouvé, un peu plus accessibles pour les nouveaux lecteurs. Et si j'aime bien le travail d'illustration de Frank Thorne, j'ai cependant un peu de mal avec sa mise en page. Bien que la lecture reste globalement claire, je trouve que les planches sont beaucoup trop chargées, avec tout un tas de cases et de textes trop dispersés dans tous les sens. Il n'y a jamais de composition en forme de gaufrier. Vous voyez le 3-3-3. Et pourtant, il n'est pas rare d'avoir entre 8 et 9 cases par page. Donc je vous laisse imaginer le rendu, même si le mieux c'est de se rendre directement sur mon article Substack afin de voir les pages par vous-même. Et n'oubliez pas de vous abonner, c'est gratuit. Pour conclure, je trouve que ce premier tome de Red Sonja n'est pas une énorme porte ouverte pour les nouveaux lecteurs, mais qu'elle est suffisamment entrouverte pour que les curieux puissent s'y glisser. C'est très marqué par son époque, rempli d'action, avec des récits très rythmés, mais avec un visuel très chargé. Cependant, les dessins, la colorisation et l'édition sont vraiment top. Et aussi, la préface de Roy Thomas est un vrai plus qui apporte énormément de contexte très précieux pour ceux qui découvrent la diablesse à l'épée. Mais après avoir exploré les aventures originales de Red Sonja chez Marvel, on va maintenant passer à la version de chez Dynamite Entertainment. Alors, passons maintenant à une version beaucoup plus récente et modernisée de Red Sonja. La série de 2013, publiée par Dynamite Entertainment, est scénarisée par Gail Simone. La première chose qui peut vous surprendre, si vous ne connaissez pas l'histoire, c'est que Red Sonja, un personnage créé, du moins réinventé par Marvel, soit passé chez la concurrence, chez Dynamite. Mais en réalité, contrairement à des personnages comme Spider-Man, la diablesse à l'épée n'a jamais vraiment appartenu officiellement à la Maison des Idées. Depuis les années 70, Marvel
louer les droits d'exploitation pour le personnage de Conan et de Red Sonja à la Conan Properties International. Et en plus de tout ça, Marvel devait aussi verser des royalties sur les ventes des comics. Mais entre le flop du film Red Sonja de 1985, connu en France sous le nom du titre Kalidor, la légende du talisman, et la fin de l'engouement pour les comics d'Heroic Fantasy, l'éditeur de la Maison Rouge a décidé de stopper la publication des séries Red Sonja pour ne plus avoir à payer de royalties sur les ventes, tout en conservant évidemment les droits d'exploitation de l'héroïne. Mais après 10 années au placard, ils l'ont ressorti une dernière fois en 1995 pour un one-shot du nom de Scavenger Hunt, pour tenter de se faire encore un petit peu d'argent avant l'expiration du contrat d'exploitation. Puisqu'à cette époque, les gérants de la société Conan Properties International ont décidé de séparer les droits de Conan et de Red Sonja, afin de créer Red Sonja LLC. LLC signifiant Limited Liability Company. C'est tout simplement un type de société à responsabilité limitée qui protège les propriétaires et qui sert à gérer les droits et litiges plus facilement. C'est ainsi qu'en 2005, Dynamite Entertainment récupère les droits d'exploitation du personnage de Red Sonja, puisqu'elle est maintenant séparée du barbare, et que Marvel n'a pas réussi à proposer mieux que son concurrent en termes de projets futurs pour la Guerrière Rouge. Pour résumer tout ça simplement, parce que ça fait beaucoup d'infos, Red Sonja, avec un Y, est né d'une nouvelle de Robert E. Howard en 1934, c'est Marvel qui l'a réinventé et rendu populaire dans les années 70 en comics, en remplaçant le Y par un J pour l'adapter à l'univers de Conan, et si elle est aujourd'hui chez Dynamite, c'est parce que Marvel ne l'a jamais possédée, il ne faisait que louer le personnage avec Conan. Et puisqu'à la fin des années 90, elle est devenue une marque indépendante de Conan, Dynamite en a profité pour récupérer les droits de la licence en 2005. Pour Red Sonja, c'est donc le début d'une troisième renaissance, une émancipation totale pour notre guerrière, puisqu'elle n'est plus un personnage spin-off de Conan, mais elle devient la star de son propre univers, et surtout la star de son nouvel éditeur. Dynamite va alors sortir une première longue série de 80 numéros, qui va s'étaler de 2005 à 2013, puis c'est ensuite Gail Simone qui va reprendre le relais avec une nouvelle série en 20 numéros, entre 2013 et 2015, et c'est justement du premier arc de cette série dont je vais vous parler maintenant, avec Red Sonja, la reine des fléaux, toujours chez Graf Zeppelin. Et là vous allez voir que le choix de la scénariste est très judicieux, car Gail Simone, c'est l'une des plus grandes scénaristes de comics modernes. Elle a réussi à redonner leur titre de noblesse à des icônes de chez DC comme les Birds of Prey, Wonder Woman ou bien encore Batgirl, en brisant les clichés des personnages féminins tout en conservant l'action, l'humour et le développement de personnages. Mais l'histoire de Gail Simone commence par un coup de gueule poussé en 1999. Alors qu'elle n'est encore qu'une simple lectrice passionnée, elle crée le site Women in Refrigerators. Sur celui-ci, elle y fait une liste des comics où les héroïnes subissent les pires sévices uniquement pour servir l'avancée scénaristique de héros masculins, notamment de l'histoire de Green Lantern avec sa femme dans le frigo. Ce buzz monumental la propulse alors de simple fan à critique incontournable, jusqu'à même forcer les éditeurs à l'embaucher pour qu'elle montre enfin comment écrire de vrais personnages féminins. Alors quand Dynamite l'approche en 2012 pour lui proposer de travailler chez eux, elle n'hésite pas une seule seconde à choisir d'écrire la guerrière rousse. Sur le papier, ça vend du rêve. Qui de mieux que la femme qui a révolutionné la place des héroïnes pour écrire les nouvelles aventures de Red Sonja? Mais au final, qu'est-ce que ça donne à la lecture? Eh bien, je vais pas faire durer le suspense, j'ai adoré cette lecture. Sous sa plume, Red Sonja n'est plus un simple fantasme de fan d'Heroic Fantasy. Elle devient un personnage complexe, une véritable guerrière, maîtresse de son corps et de son destin. Elle assume son physique, elle saigne, transpire, sent mauvais, fait de l'humour pince sans rire, à des moments de gloire et de faiblesse. En bref, c'est un personnage qui existe vraiment à travers les pages et qui n'est pas un simple objet de fantasme. Ce comics de La Reine des Fléaux nous propose alors une histoire complète, parsemée de quelques flashbacks qui servent le récit, en plus de nous en apprendre plus sur sa nouvelle origin story, même si dans les grandes lignes, son passé n'a pas énormément changé. En gros, Gail Simone nous épargne le viol et le côté don divin de ses aptitudes à l'épée. L'intrigue principale nous présente alors une Red Sonja appelée par un roi, qui a su gagner son respect dans le passé. Celui-ci lui demande alors de l'aider à faire face à la terrible Dark Anicia, une guerrière bien connue de notre diablesse à l'épée. Sauf que rien ne va se passer comme prévu, et notre guerrière finira condamnée à mourir lentement par la maladie, seule au milieu de la forêt sauvage du Nord.
Tout au long de l'histoire, une tension permanente s'installe pour les lecteurs, rythmée par des rebondissements et des surprises qui ne semblent jamais sortir de nulle part. Mais là où le récit surprend réellement, c'est en montrant notre héroïne, habituellement invincible, en position de grande faiblesse et en pleine remise en question. Ici, sa survie ne dépend plus d'un serment magique ou d'une protection divine, comme à l'époque, mais bien de sa propre rage de vivre. De plus, sa confrontation avec le personnage de Dark Anicia prend tout son sens. Bien que les deux femmes partagent un passé douloureux assez similaire, elles ont pris des chemins opposés. Là où Sonia en a tiré un code d'honneur et une soif de liberté, sa rivale, elle, s'est laissée consumer par la noirceur, la vengeance et la folie. Ce n'est pas seulement un simple duel à l'épée, mais un véritable affrontement entre deux manières de survivre à un choc psychologique. Pour conclure, j'ai trouvé que cet arc de Gail Simone était bien plus qu'une simple épopée de fantasy. L'autrice réussit à créer une nouvelle porte d'entrée par le biais d'une réécriture du personnage. En modernisant ses origines, elle offre une véritable porte d'entrée pour les nouveaux lecteurs, tout en proposant un récit de grande qualité aux fans de la première heure. Avec son rythme maîtrisé, ses rebondissements et sa véritable profondeur psychologique de ses personnages, Simone prouve que l'on peut redéfinir une icône tout en préservant les fondamentaux. Quand je dis Simone comme ça, sans le Gail Simon en anglais, ça fait l'impression que je parle de la voisine. Bref, mais on va maintenant passer à une troisième et dernière série de comics Red Sonja, avec l'étonnant L'autre monde par Amy Chu. Si Gail Simone a modernisé le personnage de Sonia avec son run de 2013, la scénariste Amy Chu, en 2017, a décidé de s'attaquer à son environnement, et pas légèrement, puisque dans Red Sonja l'autre monde, on quitte les terres d'Iboria pour une histoire se déroulant à notre époque moderne, en plein New York. Je vais pas vous cacher que je n'étais pas particulièrement séduit par l'idée de départ, puisque les visiteurs, on connaît, mais il faut croire que je me suis trompé, puisque même si ça a été pour moi moins mémorable que celui de Gail, j'ai trouvé ça très sympathique. Tout commence quand Red Sonja est transporté à travers le temps par la magie noire de son ennemi juré, le sorcier Kulan-Gath. Un vilain sorcier assez classique. Il est alors le manipulateur de l'ombre, totalement infiltré et adapté dans notre société actuelle. L'idée d'Amy Chu, c'est de montrer comment un tyran de fantasy comme Kulan-Gath s'adapte au monde moderne et au pouvoir de l'argent. C'est une idée comme une autre. On va dire que ça a le mérite de proposer quelque chose de différent, mais on reste sur le cliché du méchant, très méchant parce qu'il est méchant, qui veut contrôler le monde en plus. Ça ne va pas chercher beaucoup plus loin. Ce qui étonne un peu lors de la lecture, c'est la vitesse à laquelle Red Sonja s'adapte. On est loin d'une guerrière totalement déboussolée, elle comprend très vite, même un peu trop vite. Par contre, l'avantage, c'est que ce manque de réalisme, avec de grands guillemets, nous évite ainsi les gags lourdingues vus et revus dans ce genre de situation. Amy Chu se concentre sur un récit d'aventure urbain nerveux, en donnant beaucoup plus d'importance à la magie. Un aspect qui, de mémoire, n'était pas du tout présent dans l'arc de Gail Simone. Pour être franc, on est sur une lecture qui coule toute seule. C'est fluide, c'est agréable à lire, mais ça reste un récit d'action assez classique, un peu popcorn. On découvre ici une version de Sonia beaucoup plus légère, avec un côté très comics de super-héros, un peu dans l'esprit de ce que propose un éditeur comme Valiant. Par contre, côté point positif, j'ai trouvé ça sympa de retrouver une vraie dimension fantasy et magique. Ça apporte un côté spectaculaire qui manquait peut-être un tout petit peu au premier arc de Gail Simone. On y trouve aussi quelques bonnes idées de situation, et les personnages secondaires font globalement le job. Donc non, ce n'est pas la lecture du siècle, et ça ne révolutionne absolument rien, mais ça reste un divertissement très honnête. J'ai bien envie de découvrir la suite du run, puisque c'est très divertissant et sans prise de tête, et je suis curieux de voir comment ça évolue. Mais pour conclure ce gros épisode sur Red Sonja, on va maintenant parler du film de 2025. Oui, ça existe. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant qu'un film est sorti en 2025, et honnêtement, je serais assez surpris si vous l'êtes, puisque j'ai bien l'impression qu'il n'a fait aucun bruit sur notre continent. Perso, si j'ai eu vent de l'existence de ce film, c'est simplement parce que je me suis pas mal renseigné sur les comics et sur le film de 1985. On est un peu sur le même niveau de communication que le dernier film Hellboy The Crooked Man. Quasiment aucune promo et aucune diffusion en salle chez nous. C'est le genre de projet qui arrive directement en DVD avec une version française québécoise ou avec un peu de chance en VOD sur Prime, perdu entre les films du studio Asylum. Il faut savoir que Red Sonja de 2025 est resté en projet plus de 17 ans. À l'origine, c'est le réalisateur Robert Rodriguez qui annonce le film en 2008, avec Rose McGowan dans le rôle titre. Mais très vite, le projet est repoussé, puis abandonné. Par la suite, il y aura pas mal d'annonces sur de potentiels nouveaux réalisateurs, scénaristes et actrices, de Amber Heard à Megan Fox, en passant par Hannah John Kamen. Mais c'est finalement en 2022 que le film est tourné par M.J. Bassett, une réalisatrice principalement d'épisodes de séries TV, avec Mathilda Lutz dans la peau de la guerrière rousse. Sorti en salle aux États-Unis le 15 août 2025, avec une sortie VOD le 29 août. Oui,
très rapide. Comme on pouvait s'en douter, au vu de son historique de production, ce film a souffert d'un budget très limité. Ce qui devait être un blockbuster épique à la Gladiator s'est finalement transformé en une petite série B. Pourtant, le projet m'a tout de suite intrigué, car le pitch de départ s'inspire fortement du premier run de Gail Simone, celui dont je vous ai présenté plus tôt, avec notamment sa rivalité contre Dark Anicia. Malheureusement, le film glisse très vite vers un sous-Gladiator assez cheap. À mi-parcours, on ressent une accumulation de scènes et de choix scénaristiques incohérents. Certaines séquences arrivent sans logique ni explication. Par exemple, le grand méchant utilise à un moment une machine pour contrôler les monstres, une technologie qui sort un peu de nulle part et qui jure totalement avec l'univers de fantasy. Cet élément ne sert qu'à justifier qu'une seule scène, alors que la magie ou l'esclavage auraient été bien plus cohérents. Le pire, c'est qu'après cette séquence, cette technologie disparaît totalement du film, comme si elle n'avait jamais existé. Et ce problème de structure est récurrent. Le long métrage introduit plusieurs personnages et enjeux qui semblent importants pour finalement être expédiés sans conclusion ni utilité réelle pour la suite du film. Si j'ai accroché au début grâce à la volonté de bien faire, le film s'essouffle très vite. Et la fin est catastrophique, une véritable douche froide, une conclusion précipitée qui tombe complètement à plat. On sent une réelle envie de bien faire, mais la production était condamnée d'avance à cause de son script charcuté après des années et des années de réécriture contradictoire. En plus d'un budget beaucoup trop serré. Concernant les effets spéciaux, sans être incroyables, ils font l'affaire pour ce genre de production. Si le film était resté fidèle aux comics, nous aurions pu avoir un excellent résultat. Mais en l'état, c'est un film sympathique pour un vendredi soir après une semaine fatigante. Même si l'on s'endort à 60-70% de visionnage, c'est pas bien grave. C'est d'ailleurs presque préférable, puisque c'est précisément là que le film se prend totalement les pieds dans le tapis. Le casting, quant à lui, m'a pas convaincu non plus, qu'il s'agisse du méchant, qui était incroyable dans Umbrella Academy, ou bien même de l'héroïne, quitte à choisir une actrice abordable financièrement, autant en privilégier une qui possède une carrure adéquate. J'ai du mal à croire qu'aucune actrice athlétique ou musclée n'était disponible pour incarner Red Sonja. Mathilda Lutz peine vraiment à convaincre, surtout dans les scènes d'action. On ne la sent pas à l'aise et on n'arrive pas à croire qu'elle soit une guerrière. La réalisatrice a justifié ce choix en affirmant qu'après avoir auditionné des combattantes du UFC, elle a privilégié le talent d'actrice que le physique. Mais force est de constater que Mathilda semble soit démotivée par cette production catastrophique, soit tout simplement incapable d'interpréter le rôle. Car sa performance reste très moyenne, même dans l'acting. Elle jouait peut-être mieux que des combattantes de MMA, je veux bien le croire, mais je suis convaincu que des catcheuses, habituées à jouer la comédie, auraient été bien plus crédibles, tant sur l'aspect physique que pour les chorégraphies de scènes d'action. Du coup, que retenir de ce film ? Eh bien, il ne reste pas grand-chose à garder de ce naufrage, si ce n'est qu'il a le mérite d'exister. Et c'est un petit miracle quand on regarde l'historique de production. Si vous êtes vraiment fan du personnage et de l'univers, j'imagine que vous trouverez un petit plaisir coupable avec ce film. Mais je vous conseille plutôt de sauter sur les comics, et notamment celui de Gail Simone, qui vous fera passer un bien meilleur moment, je vous l'assure. Ok. Eh bien voilà, on en a terminé avec cet épisode spécial Red Sonja. Comme vous l'aurez compris, notre héroïne mérite bien mieux que son simple statut de personnage sexy en bikini côte de maille. C'est pourquoi je compte bien continuer la lecture des séries autour de notre diablesse à l'épée et continuer de vous en parler lors des prochains épisodes plus classiques du Podmax Comics. J'espère que cet épisode vous aura plu et qu'il vous aura donné envie de lire ou de relire les aventures de la guerrière rousse. N'oubliez pas de me suivre sur Substack pour ne pas louper les prochaines émissions, ainsi que pour avoir accès gratuitement aux articles avec les planches, mes avis, etc. qui accompagnent toujours les podcasts. Aussi, petit rappel, ce podcast est 100% indépendant et sans publicité. Pour soutenir mon travail de recherche et de création autour de la culture de la bande dessinée et des comics, vous pouvez me soutenir financièrement directement sur Tipeee. C'est le meilleur moyen de garantir la pérennité et la qualité de ce projet sur le long terme. Puisque sans ça, viendra un jour où je ne pourrai plus continuer de produire, du moins plus à ce rythme. Sur ce, je vous dis encore merci pour votre fidélité, votre écoute, vos retours et vos partages, et je vous dis à très bientôt. Terrien. Fin de l'enregistrement.